Salut, deuxième vidéo dédiée au Pawn Sensing, cette fois-ci consacrée au sens de l'ouïe, et vous allez voir, c'est un petit jeu d'infiltration que vous pourrez faire après, puisqu'après avoir modifié le projet pour vous montrer le résultat final, vous voyez, je suis en train de me déplacer en marchant derrière mon personnage, et du coup, je n'émets pas un son assez fort pour qu'il puisse me détecter, tout comme je ne suis pas dans son champ de vision, donc je peux tranquillement circuler derrière lui. Par contre, si je ne marche plus mais que je cours, vous allez voir que dès que je vais me déplacer, il va m'entendre, et donc il va se mettre à me poursuivre. Alors pour faire ceci, bien, je vais tout d'abord supprimer ce que j'ai fait précédemment de façon à ce qu'on puisse le refaire ensemble et vous expliquer le fonctionnement de tout ceci. Je vous montre juste dans le blueprint du personnage, j'ai rajouté ce petit bout de script qu'on a déjà vu dans le cadre des tutos, de façon à pouvoir marcher quand quand je maintiens mon shift gauche appuyé et repasser en vitesse de course quand je relâche ma touche. Et enfin, je désactive ceci aussi et j'enlève cet élément-là. Clac, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc pour faire ceci, je vais dans le blueprint de l'intelligence artificielle. Mon intelligence artificielle, vous l'avez présenté comme ceci, c'est-à-dire qu'on a le personnage. Quand je dis vous l'avez comme ceci, c'est pour ceux qui ont suivi la première vidéo, hein, vous avez le lien en description. Donc où on a ce champ de vision qui est face au personnage qui peut permettre donc d'effectuer une action quand il voit quelque chose. Cette fois-ci, on s'attaque à l'ouïe et pour ça, on a deux paramètres à droite qui sont essentiels, le Hearing Threshold et le LOS Hearing Threshold. En fait, c'est le premier. Je vais mettre 300 en valeur, ça va dessiner cette zone, donc cette sphère bleue autour du personnage, et pour que ce soit plus parlant pour vous, ne le faites pas, mais je mets 0 en Sight Radius concernant la vue, de façon à ce que ça ne pourrisse pas notre écran. Donc tout ce qui est dans cette zone bleue, c'est-à-dire n'importe quel acteur qui va émettre un son dans cette zone, automatiquement notre intelligence artificielle va le capter et on va pouvoir effectuer une action. Le deuxième paramètre qui est le LOS Hearing Threshold, je vais mettre 2000 en valeur, ça nous dessine une autre sphère code couleur jaune cette fois-ci et à la différence du premier paramètre, lui va prendre en compte le fait qu'il y ait un obstacle ou pas entre l'intelligence artificielle et l'acteur qui émet le son, en l'occurrence notre personnage pour notre exemple. Donc si j'ai un mur qui est devant mon intelligence artificielle et que mon acteur se déplace derrière, je peux dire effectivement, il n'y a pas de souci, je suis bien caché, il n'y a pas de raison qu'il m'entende, on ne déclenche rien. Dès que je ne serai plus caché par le mur, à ce moment-là, le son va atteindre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle va donc pouvoir se mettre à me poursuivre. Donc voici la différence entre ces deux paramètres. Le premier ne tient pas compte des différents obstacles sonores qu'il peut y avoir, qui vont bloquer le son en tout cas, des différents obstacles acoustiques, et le deuxième, lui, en tient compte. Ensuite, on a le Hearing Max Sound Age, qui est une valeur exprimée en secondes, qui va être la durée qu'il va pouvoir s'écouler entre le moment où le son a été émis, autrement dit quand mon personnage va se déplacer, et le moment où mon intelligence artificielle, ou en tout cas cette zone, va inclure l'endroit où le son a été émis. Si vous mettez une valeur très importante, genre 60, ça veut dire que pendant une minute, du coup, une minute après que je sois passé à un endroit, si mon intelligence artificielle passe par là, ça va capter le son et ça va se mettre à me poursuivre. Donc attention à ne pas mettre des valeurs trop importantes ici. Je vais laisser une seconde comme c'est par défaut. Comme le dit le tooltip quand on survole ce paramètre-là, il ne faut pas mettre une valeur inférieure, en tout cas au sensing interval qui, rappelez-vous, est l'intervalle de temps qu'il va y avoir entre deux vérifications. C'est pas une image, c'est pas à chaque image par seconde qu'il y a une vérif, c'est à chaque intervalle de temps, c'est-à-dire une demi-seconde, tel qu'on l'avait programmé. Je remets mon Sight Radius à 5000, maintenant que je vous ai expliqué ceci. Dernier élément à activer, ici, le paramètre Hear Noises, pour justement entendre les sons, c'est-à-dire qu'on lui active l'ouïe, et donc, cette fois-ci, notre personnage, notre intelligence artificielle, va bien pouvoir agir en fonction et de la vue et de l'ouïe. On compile, on sauvegarde, on a une première partie de fait. Maintenant, la deuxième partie va consister à émettre le son. Donc je vais aller dans le blueprint du personnage, puisque c'est notre personnage qui va émettre un son. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme on l'a déjà vu dans des tutos sur ma chaîne YouTube, on pourrait penser, le premier réflexe serait d'aller dans les animations, éditer une animation de course et venir lui mettre, au moment où il va poser son pied au sol, comme je l'ai mis ici, venir mettre un son clac au moment où il pose voilà, son pied par terre et se dire bon bah c'est bon, étant donné qu'on joue un son, Unreal Engine va capter que etc etc. Mais en fait non, ça se passe pas du tout comme ça et du coup pour mon exemple je ne mets même pas de son
réel, physique, entre guillemets, que l'on puisse entendre. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter un component dans le blueprint de l'acteur en question, donc là de notre personnage. Ce qui fait qu'on vient dans son blueprint, on rajoute un component, on va taper pawn, et cette fois-ci c'est un pawn noise emitter qu'il faut sélectionner. On compile ce composant pawn noise emitter, il nous permet simplement d'indiquer à Unreal Engine que cet acteur, notre personnage, émet un son. Comme vous pouvez le voir dans les paramètres, ça ne demande absolument pas le fichier Wave auquel c'est relié. En fait, ce paramètre-là, il s'en fout de cette information-là. Ce paramètre-là nous permet d'exécuter une fonction que l'on va voir tout de suite qui dit à UE, je suis en train d'émettre un son. Peu importe ce que c'est, tu sais que j'émets un son. Alors justement, je fais un petit peu de place en dessous et on va venir poser ce point noise emitter ici, on le fait glisser. Ce composant-là, pour émettre un son, rappelez-vous-en, en fait, il faut faire du bruit, tout simplement, faites du bruit. Et en fait, cette fonction, elle s'appelle make noise. C'est pour ça que je vous le présente comme ceci, pour avoir un petit moyen mémotechnique de le retenir. Cette fonction make noise, à chaque fois qu'elle va être exécutée, elle va indiquer à UE que cet acteur vient d'émettre un son, tout simplement. Peu importe lequel, on s'en fout, ça émet un son. Le deuxième paramètre, le noise maker, c'est justement l'acteur qui émet le son. Et bien l'acteur, là en l'occurrence, on est dans le blueprint du personnage, donc on tape self pour faire référence à lui-même. C'est l'acteur en question qui émet le son. Le loudness, c'est la puissance du son. Elle est comprise, comme l'indique le tooltip, entre 0 et 1. 1, c'est le son maximal. 0, ce sera quand il émettra un son qui sera nul, en fait, qu'il n'émettra pas de son. Donc ça, on va voir par la suite comment le personnaliser pour faire ce que l'on souhaite. Et le dernier paramètre, le noise location, c'est l'endroit où a été émis le son. C'est simple, hein, c'est un personnage qui se déplace, donc à chaque fois qu'il va se déplacer, il va émettre un son là où il se trouve. Donc, on va utiliser le getActorLocation, donc la fonction qui nous permet tout simplement de retrouver les coordonnées sur nos trois axes de là où se trouve notre acteur. Donc on relie ceci. On n'a pas besoin ici de faire quoi que ce soit au niveau du target. Par défaut, on a la référence à soi-même. On est dans le blueprint du personnage, donc c'est parfait. Ce que l'on va faire, c'est que ceci, on va en créer un custom event. On pourra en créer une fonction, mais le fait de faire un custom event me permet de le garder ici sur ma page blueprint. Donc pour faire ceci, on fait un clic droit. On tape Custom Event et on va l'appeler bruit, tout simplement. Et on relie notre pin d'exécution ici. Du coup, ça veut dire que pour exécuter tout ceci, il nous suffit d'exécuter notre Custom Event bruit. À quel moment on va vouloir justement exécuter ceci quand en fait, c'est quand notre personnage va bouger, qu'on va exécuter ceci. Donc, à quel moment il bouge? Là, je dézoome un petit peu. Que ce soit un projet personnel que vous avez ou que ce soit le template par défaut d'Unreal Engine, comme on l'a vu dans le cadre de mes tutos, dans le cadre de ma formation Year One, on passe forcément par ce stade-là, c'est-à-dire que on va écouter ce que l'on fait avec nos contrôleurs et exécuter notre fonction Add Movement Input, d'accord? Donc, à chaque fois qu'on va bouger, justement, c'est à cet endroit-là, le Add Movement Input, eh bien, on va ici appeler notre fonction bruit, tout simplement. Donc, on place un nouveau node de bruit. C'est valable, comment dire, que l'on se déplace d'avant en arrière ou que l'on se déplace de gauche à droite. Donc, après ces deux Add Movement Input, on va appeler notre fonction bruit. Donc, vous pouvez le faire soit comme ceci, soit vous pouvez très bien dupliquer votre fonction, la mettre là et l'exécuter comme ça. Il n'y a pas une fonction, il n'y a pas une façon de faire mieux que l'autre. C'est pour la lisibilité de votre script. Je compile, je sauvegarde, et donc là, on a maintenant notre fonction qui est appelée, c'est parfait. Il nous reste quand même, je descends un petit peu, je retourne sur mon custom event ici de bruit, il nous reste ce fameux paramètre loudness. Pourquoi je le garde pour la fin? Parce que c'est un petit peu plus complexe, entre guillemets, que le reste. Ce paramètre, il va nous permettre, parce qu'on pourrait très bien rentrer manuellement 1 ici, mais si on rentre manuellement 1, ça veut dire que mon personnage, qu'il marche ou qu'il court, il va émettre la même puissance sonore. Si j'avais rajouté une fonction de crouch aussi pour marcher accroupi, ça voudrait dire que l'on soit en train de courir comme un fou ou que l'on soit à 2 à l'heure accroupi, on émettrait toujours une puissance sonore de 1. Donc nous, ça, on veut le rendre justement dynamique, et on va le rendre dynamique en fonction d'un critère qui est la vitesse de déplacement du personnage. Pour récupérer sa vitesse de déplacement, ça aussi, on l'a déjà vu dans mes formations, dans mes tutos, c'est la fonction getVelocity qui permet de faire ceci,
qui nous retourne la vitesse de déplacement du personnage sur, vous voyez, les trois axes, X, Y et Z. Pour transformer, pour convertir cette vitesse de déplacement sur trois axes en une seule valeur, on a la fonction qui est le vector length qui nous permet donc de convertir, vous voyez, cette valeur de type vector en type float. Maintenant qu'on a la vitesse de déplacement de personnage, comment on peut faire pour avoir une valeur entre 0 et 1 qui soit différente en fonction de la vitesse justement du personnage? Comment est-ce qu'on peut avoir ici 0 si notre personnage est à l'arrêt et comment on peut avoir 1 quand il est en train de faire un maximum de bruit, de courir? Eh bien, c'est en divisant sa vitesse de déplacement par la vitesse maximale que notre personnage peut avoir. La vitesse de déplacement du personnage, elle est dans le character movement ici dans le component. Quand je le sélectionne, et qu'on tape max walk speed pour filtrer un petit peu, rappelez-vous, on a ce paramètre-là qui nous permet de définir la vitesse de déplacement de personnage. Je trouve que son nom est un faux ami parce que max walk speed, on pourrait penser que on rentre ici uniquement la vitesse maxi du perso, mais qu'elle peut bouger. Or, bien souvent, quand on développe notre jeu, on vient directement modifier cette valeur pour modifier la vitesse de déplacement du perso. Donc c'est pas la vitesse max, c'est la vitesse maximum instantanée finalement du personnage. Pourquoi je vous dis ceci? Parce qu'on ne peut pas faire référence à ce paramètre-là directement, mais on va créer, nous, une variable que j'avais créée dans ma présentation du début de tuto. Donc on crée une nouvelle variable qu'on va appeler vitesse max. Et dans cette variable vitesse max qui doit être de type float, donc vous sélectionnez bien ici le type float, vous compilez, on va venir lui renseigner manuellement la vitesse réellement maximum que notre personnage peut avoir dans notre jeu. Du coup, peu importe qu'il soit en train de marcher ou de courir, quand on fera référence à cette variable-là, on aura vraiment toujours la vitesse maximum autorisée à notre personnage. Mais il ne nous reste plus qu'à faire nos divisions, hein. Donc on prend ici notre vitesse de déplacement à l'instant T, on divise, donc on sélectionne float par float pour avoir le même type de valeur. Et on vient, dans le deuxième paramètre, glisser notre variable vitesse max. Ceci nous permet donc d'avoir le résultat de l'opération, donc de la division entre la vitesse de déplacement du perso à l'instant T et la vitesse maximum, entre guillemets, autorisée. Une fois qu'on a le résultat de cette opération, il suffit de nous relier ceci au loudness. Donc effectivement, hein, pour prendre les cas extrêmes, si mon personnage est à l'arrêt, sa vitesse sera de 0. Donc on va diviser 0 par sa vitesse max qui est 600, ça va bien nous retourner 0. Donc on n'émettra pas de son. Et pour prendre l'autre cas extrême, si mon personnage se déplace s'il court, s'il se déplace à une vitesse de 600, on va diviser 600, voilà, plutôt ici, on va diviser 600 par sa vitesse maximum qui est 600. 600 divisé par 600, ça va nous retourner 1. On aura bien ici la puissance sonore maximum au niveau de son déplacement. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va marcher ou quand on va se déplacer de façon accroupie, bien on va par exemple se déplacer à 300 en marchant, on va diviser 300 par 600, ça va nous faire 0,5, le résultat ici. Donc quand on aura 0,5, libre à nous de voir si par exemple notre personnage, notre intelligence artificielle plutôt, si on l'a fait directement poursuivre notre perso ou si simplement hop, il commence un petit peu à s'inquiéter, à faire une ronde pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui n'est pas normal autour de lui. Donc vous voyez, ça permet d'être beaucoup plus souple après au niveau du code. On a presque tout fait. On a notre fonction ici de bruit qui est complète, qui nous permet d'être exécutée ici à chaque fois qu'on déplace notre personnage. Donc côté blueprint du perso, on est bon. Ceci, il faudrait le faire également, par exemple, sur je sais pas, un coffre. Vous êtes en train d'ouvrir un coffre dans votre jeu. Vous voulez qu'à l'ouverture du coffre, votre coffre émette un bruit. Vous allez faire la même chose. Vous allez du coup faire cette fonction dans le blueprint de votre coffre de façon à pouvoir émettre un bruit et éventuellement alerter les gardes qui seraient autour. Je retourne dans le blueprint de mon intelligence artificielle pour passer sur l'aspect blueprint maintenant. C'est-à-dire qu'on a bien nos deux zones, le hearing threshold en bleu, le LOS hearing threshold en jaune. Ceci dit, il faut qu'on fasse quelque chose quand un son est émis. Et ça se passe dans la colonne de droite. Donc il faut bien avoir sélectionné le Pone Sensing ici. Colonne de droite, vous avez le On Hear Noise. Donc quand on écoute un bruit. On clique sur le petit plus ici et on va dans l'onglet Event Graph. Et vous voyez que ça nous a rajouté ce node-là, On Hear Noise. Donc effectivement, quand ça va entendre un son, alors clac, on va pouvoir déclencher une action.
On va faire un classique print string pour pouvoir débugger notre script. Et après, on va s'attaquer un petit peu au reste. Je passe en viewport juste pour vérifier les distances que j'ai mises. Elles sont bonnes. Donc je reviens ici. Je me déplace autour de mon personnage. Et là, voilà, vous voyez, j'ai bien le hello qui apparaît en haut. C'est-à-dire que dès que je me déplace, voilà, le hello est spammé. Il entend bien le déplacement. Et comme je me suis mis devant lui, il s'est mis en plus à me poursuivre. Donc je reviens dans mon event graph. J'ai mon print string, donc OK. On a ces trois paramètres également. Ces paramètres, l'instigator, ça fait référence à l'acteur qui a émis le son et qu'on vient de capter. Donc là, en l'occurrence, notre personnage. Location, ça va être l'emplacement dans le monde 3D de l'acteur, en fait, qui a émis le son au moment où ça l'a émis. Et enfin, le volume, eh bien, le volume, c'est ce que l'on a ici, le loudness, ça aurait pu s'appeler de la même façon. Ça va nous retourner la fameuse puissance du son qui a été émis. Ce qui est intéressant, parce que, je vais supprimer mon print string, on va pouvoir jouer là-dessus. On va compléter un petit peu le script. La première des choses qu'on va faire, on va dire, est-ce que l'acteur qui a été trouvé est égal au personnage qui est joué par le joueur. Donc on va faire un get player character. Je fais exprès de faire un petit peu de compléter le script par rapport aux vidéos précédentes qui ont été mises pour nous habituer un petit peu à tout ça. On fait une première vérification. Ici, ça nous retourne un booléen vrai ou faux. Vérification numéro 1 étant faite. On est dans ce cas-là où oui, c'est true, c'est-à-dire que l'acteur qui a émis le son est bien le joueur, le personnage qui est joué par le joueur. Alors on va maintenant vérifier la puissance du son. Donc on va partir depuis le volume ici pour récupérer la puissance du son. Et là on va utiliser une fonction qui est nearly equal, entre parenthèses float, pour le type float. Cette fonction est très sympa, elle va nous permettre d'indiquer donc en premier paramètre la valeur sur laquelle on est en train de travailler. Donc nous en l'occurrence le volume qui a été émis. Paramètre B, c'est la valeur à laquelle on souhaite comparer justement le paramètre A. Donc on a dit que quand notre personnage court, c'est une valeur de 1, c'est le maximal. Donc on va mettre 1. Et pourquoi j'utilise cette fonction de nearly equal? Tout simplement parce que même si la valeur est comprise entre 0 et 1, et je vais vous montrer ceci tout de suite, en faisant un print string à cet endroit-là, on va afficher, là c'est un petit peu moche, mais je vais effacer ça tout de suite après. Ce que je viens de faire va me permettre d'afficher en haut à gauche dans le débugage la puissance qui est retournée justement de son. Et vous voyez, on a 1,00006. En fait, on a des décimales. On n'a pas une valeur qui est exactement égale à 1. Donc si ici, dans mon script, je n'utilisais pas un nearly, mais je disais si mon volume est égal equal float est égal à 1, alors je fais quelque chose. Dans l'idée de me dire si mon personnage émet un son à la puissance de quand il court égal à 1, alors je le fais poursuivre, et bien il ne se passerait rien, parce que là c'est strictement égal à 1 et non pas égal à 1,0005. Donc il ne se passerait pas grand chose. Du coup, voilà, l'analyse du script fait que on ne peut pas passer par une égalité parfaite, mais par ce fameux node qui est nearly equal avec un float. J'enlève tout le bazar que j'ai mis avec mon print string au milieu. Voilà. Donc je reprends mon script, j'ai entendu un son. Première vérification, est-ce que c'est bien le personnage qui est joué par le joueur? Oui. Clac. Alors on récupère justement cette valeur de son, de puissance de son. On la compare. Est-ce qu'elle est égale à 1 en se donnant une marge d'erreur de 0,01. Et là, en faisant ceci, on est bon. On pourrait mettre 0,001 également. Ça marcherait puisqu'on a vu que c'était à la 4e ou 5e décimale qu'il y avait des modifications de valeur. Donc on se donne une petite marge de tolérance. Et si c'est le cas, donc c'est un booléen à nouveau, on repose notre branch, clac. Alors si c'est le cas, ça veut dire que c'est bien mon joueur et qu'il est bien en train de courir puisqu'il émet le son maximum. Alors on va pouvoir utiliser notre fonction classique AIMoveTo qui va nous permettre de poursuivre notre joueur. Le pawn, premier paramètre, on fait référence à lui-même puisqu'on est dans le blueprint de l'intelligence artificielle et c'est lui-même qui doit se mettre à poursuivre notre personnage. Le target actor ici, bien c'est justement le personnage qu'on a passé ici, l'instigator. Alors on pourrait transformer ceci en variable. Dans le cadre du tuto, étant donné qu'on a presque fini notre script, je vais me contenter de prendre l'instigator et de placer un node jusqu'ici, le relier jusqu'au target actor.
On compile, on sauvegarde et on va pouvoir tester. Notre script dit que si mon personnage court, alors il le poursuit. Ça veut dire que s'il marche, hein, si le son émis n'est pas égal à 1 ou quasiment égal à 1, alors il ne se passera rien. Eh bien c'est parti, hein, testons. On fait play, je me mets tout de suite en maintenant le shift appuyé en position de marche. Je passe derrière le personnage et vous voyez qu'il ne se passe strictement rien. Si je me mets à courir, eh bien vous voyez qu'il se met tout de suite à me poursuivre, étant donné que j'ai mis un son d'une puissance à 1. Et pour bien illustrer mes propos, pour être sûr que ce soit bien compris, ce volume, justement, on va l'afficher dès le début. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il se passe ici, avant la vérification de mon personnage, etc., on va afficher donc cette valeur-là. Ce qui fait que je vais tirer un petit peu de place ici. Je vais mettre un print string que je positionne au-dessus. Et dans le print string, je viens afficher ici le volume donc de déplacement, entre guillemets, le volume sonore que j'aimais. Si je marche, et le débugage va nous le montrer, vous voyez, ça m'indique 0,31, 313, voilà. Donc là, il ne se passe rien. Dès que je relâche ma touche, par contre, hop, je cours, on émet bien un son qui est supérieur à 1, et du coup, notre personnage nous poursuit. Voilà, c'était un tuto qui était un petit peu long, mais c'est très intéressant. C'est une porte sur l'intelligence artificielle avancée que je vais bientôt attaquer. On va voir que ceci va nous permettre aussi de voir d'autres fonctions qui nous permettent, tout comme le point sensing, donc d'utiliser les sens pour pouvoir faire des actions. Voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si ça a été clair. Si vous avez plein d'idées d'un seul coup qui vous viennent pour faire un méga jeu d'infiltration. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo quotidienne.